Je suis Augustin Delivois, président de l'Institut pour la protection de la santé naturelle. Avant de parler de notre association que certains connaissent déjà, j'aimerais juste faire un point justement sur le programme. Le professeur Joyeux a été retardé, il arrive à 4h30. Mais il sera là, hein. Il arrive à 4h30. On intervertit simplement la deuxième conférence et la troisième avec Madame Joyeux qui parlera un petit peu plus tôt. La deuxième chose, c'est que nous devions avoir une rediffusion en direct, mais l'image n'est pas encore prête. Nous souhaitons avoir une image de grande qualité et encore un petit peu de travail pour y parvenir. En revanche, l'équipe avec laquelle nous avons travaillé est ici aujourd'hui. C'est une web TV qui s'appelle Démo et Démo avec Frédéric Zenouda, ostéopathe, et Kevin Finel, spécialiste de l'hypnose, qui ont monté ce projet. Et tout à l'heure à la pause, ils vous en parleront un petit peu plus. Mais pour nous, c'est le début d'une grande aventure parce que nous aurons des conférences en direct. Je reviens rapidement sur l'IPSN. Nous sommes, vous le savez, une association de défense des médecines naturelles avec deux grands axes. Un côté lobbying, c'est des campagnes citoyennes, c'est des lettres aux parlementaires, la représentation à Bruxelles. Et en ce moment, notre travail principal, c'est de monter un groupe de travail dans le domaine de la phytothérapie, parce que depuis août dernier, une trentaine de médicaments à base de plantes ont été retirés du marché sans autorisation, sans explication particulière. Peut-être que c'est justifié, peut-être pas, de toute façon, on ne sait pas. Donc on monte l'enquête, on a créé ce groupe de travail, on lancera probablement une pétition en mai sur le sujet. Je coupe, Augustin, depuis 15 jours, 3 semaines, on ne peut plus trouver certaines teintures mères. Elles sont retirées du marché, on n'a pas été prévenu. C'est fou. Donc, voilà. 1er janvier. Donc voilà, on a un énorme travail à faire à ce niveau-là. Deuxième aspect, c'est l'information. C'est les rencontres de l'IPSN, le site internet. C'est aussi une arme, c'est-à-dire que, je le répète à chaque fois, mais c'est essentiel, l'IPSN, c'est vous, c'est moi, c'est un mouvement citoyen. C'est l'idée qu'on est des citoyens qui pouvons être informés, qui savons réfléchir, qui pouvons interroger nos médecins. Il n'y a pas de raison qu'ils soient finalement les seuls sachants ou que la médecine n'appartienne qu'aux sachants. L'IPSN, c'est la voix des patients. C'est donc aussi pleinement votre association. Mais pour avoir une information de qualité, on a besoin d'avoir des orateurs et là tout de suite des oratrices de qualité. Merci infiniment au docteur Bérangère Arnal et à Madame Joyeux d'être venus aujourd'hui. Bérangère Arnal, vous êtes gynécologue, phytothérapeute, sophrologue. Vous avez aussi fondé l'association Au sein des femmes. Vous êtes une femme et un médecin engagé. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Voilà, donc je suis très militante, comme vous l'a dit Augustin, concernant cette association que j'ai fondée avec des patientes atteintes de cancer du sein. Je n'ai moi-même pas été atteinte d'un cancer du sein et nous avons 2 autres femmes dans l'association qui sont militantes et qui sont indemnes de tout cancer du sein. Et comme je vais vous le rappeler, le cancer du sein, c'est une femme sur 8 en France, donc nous ne sommes jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc elle a été fondée en 2007, en 2013, et ça fait donc 6 ans. Puis je l'ai fondée au Japon en 2008. Elle est devenue fondation, financée par des gros groupes financiers au Japon. En Belgique aussi, elle existe depuis 2009. Au Maroc, nous sommes jumelés avec deux associations. Une, Cœur de Femmes, présidée par le professeur Raja Akzadi, qui est une femme assez merveilleuse qu'il faudrait inviter, qui part dans les campagnes et dans les montagnes avec un camion, un mammographe. Elle fait des réunions d'information sur le dépistage auprès des femmes démunies. Et puis l'association des malades du cancer de Berkane, qui est une association de femmes du peuple, très démunies. Le bonheur, c'est l'Algérie aussi qui s'ouvre au sein des femmes. Et nous avons été jumelés en 2011 avec l'association des malades du cancer de Tunis. Vous verrez ce que je vais faire au Maghreb de façon régulière. Donc, que veut faire au sein des femmes? Il y a beaucoup d'associations de cancer du sein. Nous avons été au départ 2 associations à parler de prévention primaire du cancer du sein. On va voir ce que ça signifie. On commence à en parler un petit peu plus.
Puis j'ai des idées très précises sur le dépistage du cancer du sein. Ça fait 28 ans que je suis installée en tant que gynécologue, donc j'ai rencontré des milliers et des milliers de femmes. Et je vous ferai part de mon point de vue. Ça s'appelle la prévention secondaire, de façon assez étonnante. Le dépistage, c'est la prévention secondaire. Nous parlons d'accompagnement des thérapeutiques lourdes du cancer par les médecines naturelles complémentaires. C'est le titre d'un livre que j'ai publié chez Erol, que je vous présenterai tout à l'heure et qui est sur la table au fond. Et en dernier lieu, nous parlons de prévention tertiaire. C'est quelle réflexion globale de santé avoir pour éviter la prévention des récidives, des métastases ou d'un nouveau cancer du sein. Donc ça, c'est valable pour tous les cancers. Nous accueillons des femmes atteintes de tout cancer. Alors nous rendrons hommage au professeur Pierre Cornillo, qui est un monsieur de plus de 80 ans, très très malade, et qui a fondé à la faculté de médecine de Bobigny en 1982, donc nous avons fêté les 30 ans, le département universitaire de médecine naturelle. Pendant 15 ans, j'ai géré le diplôme universitaire de phytothérapie. J'ai donné ma démission récemment pour diverses raisons et aussi pour m'occuper beaucoup plus au sein des femmes et de ma vie personnelle. Parce que ça fait partie des choix à avoir, déjà de s'occuper et de prendre soin de soi pour faire la prévention de la maladie. J'avais créé donc l'association médicale de la promotion de la phytothérapie qui donne des conférences sur Paris. Donc si ça vous intéresse, on peut tout à fait relayer par Augustin de Livois les diverses conférences qui seront données au cours de l'année. J'ai donné donc ma démission de la vice-présidence pour pouvoir m'occuper d'au sein des femmes. Alors ma première implication, elle était en 2005 avec une photo de deux personnages fabuleux, le professeur Lycien Israël, que tout le monde connaît, et le professeur Henri Joyeux, que tout le monde aime. Et ça, c'était à la mairie du 6e arrondissement en 2005. Alors il faut vraiment rendre hommage à Henri Joyeux parce qu'il a été novateur en matière de prévention primaire de tous les cancers, mais il avait publié sur le cancer du côlon et le cancer du sein, et dire qu'on peut faire une prévention du cancer par l'alimentation, et on verra par d'autres façons. Mais c'est lui le premier en France, avant David Savant-Schreiber, qui avait mis ça en évidence par la publication de tous ses livres. Voilà, vous trouverez sur fémininbio.com une interview du professeur Israël autour du cancer, puis une interview croisée de David Savant-Schreiber et de moi, où je lui posais des questions et puis il m'a posé des questions. Donc vous la trouvez sur YouTube sans aucun problème. La même chose avec Thierry Janssen, qui est un homme qui a vraiment une pensée novatrice en matière de santé, de médecine intégrative, et qui devrait être invité, Augustin. On devrait inviter Thierry Janssen, qui a fait la préface de ce livre que j'ai écrit sur le cancer du sein et l'accompagnement par les médecines complémentaires. Voilà, Marie Mandy, notre marraine, qui est cinéaste, qui a vécu donc une mammectomie, c'est-à-dire l'ablation d'un sein, et qui a filmé tout son parcours, aussi bien son parcours allopathique de prise en charge classique du cancer. Donc c'est notre marraine et qui a donc, vous trouverez en DVD, mes deux seins, journal d'une guérison. Alors, on a dit prévention du cancer du sein, il y a 3 axes. Les axes de prévention primaire, c'est le choix de l'alimentation. Donc, Christine Joyeux à mes côtés va vous en parler longuement, Henri Joyeux vous en parlera. J'attire votre attention sur les problèmes de conservation. Si vous achetez du bio et que vous ne le conservez pas, vous ne pourrez pas en espérer toutes les qualités nutritionnelles. Et les problèmes de cuisson dont va vous parler Christine Joyeux tout à l'heure. Pratiquer une activité sportive régulière, on le dit de plus en plus, en prévention des cancers et en prévention tertiaire, en prévention des métastases et des récidives. Ne pas fumer ni boire d'alcool en excès. Apprendre à mieux gérer les stress émotionnels par toutes les techniques qui sont à votre disposition. Renforcer les liens sociaux. Se préserver de la pollution environnementale, l'air extérieur, mais aussi l'air intérieur des maisons, l'eau, les problèmes des ondes. Et au Japon, ils portent beaucoup de masques. Je pense que ça peut être bénéfique dans les villes très polluées et la prise d'antioxydants naturels. Et puis, ce qui est donc mon sujet mon cheval de bataille,
c'est prendre le moins longtemps possible et aux plus petites doses possibles les hormones de synthèse, qu'il s'agisse de la pilule contraceptive ou du traitement hormonal de la ménopause. Et on le verra tout à l'heure, ce traitement hormonal de la ménopause, on peut le remplacer par de la phytothérapie. Faire appel aux médecines naturelles, et là d'habitude je mets alternative et complémentaire, mais c'est alternative à la place ou complémentaire en complément de l'allopathie, parce que bien sûr quand on va accompagner une radiothérapie ou une chimiothérapie, ça ne sera jamais à la place de la chimiothérapie, ce sera toujours en complément. Donc je vous propose de les appeler les médecines naturelles, alternatives ou complémentaires. Alors la prévention primaire, c'est comment limiter le nombre de nouveaux cas de cancer du sein. Les chiffres officiels actuellement, c'est 53 000 nouveaux cas par an, et les chiffres d'Henri Joyeux, c'est 70 000. C'est une femme sur 8 qui est concernée. On a tous autour de nous quelqu'un de notre famille, de notre travail, de notre entourage amical qui a un cancer du sein. Les raisons, elles sont multifactorielles, elles sont bien expliquées dans le livre qu'on a écrit, Henri Joyeux et moi, sur comment enrayer l'épidémie des cancers du sein, que vous trouvez aussi au fond, et mon dernier livre sur le cancer du sein. Et c'est une priorité en amont. Donc l'alimentation, c'est le choix de l'alimentation. Henri et Christine vous en parleront. La conservation, on va en parler 2 minutes. Et la cuisson, c'est Christine qui va vous en parler. Je voudrais rendre hommage à Jean Morel, qui est mort quelques mois après avoir écrit ce livre que nous avons aidé à publier, Henri et moi, avec une préface de Lucien Israël. Et à 92 ans, il disait « Je suis le seul chercheur indépendant en France, indépendant bien sûr des laboratoires ». Et donc il a écrit un ouvrage tout à fait essentiel sur l'oxydation des aliments, en vous disant qu'une même alimentation bio peut être antioxydante, mais si vous la conservez mal ou la préparez mal ou la cuisinez mal, elle peut devenir pro-oxydante. Et ça, il l'a démontré. On va prendre l'exemple des huiles. Comment faut-il les conserver? D'abord faire le choix d'une huile de première pression à froid bio, mais il faut éviter l'oxydation, le contact avec l'air. Donc on les met dans des petites bouteilles, on les met dans le noir, on fait du vide si possible avec l'instrument qui existe pour les bouteilles de vin, et certaines, on les met au réfrigérateur. Alors, il a montré, si vous êtes intéressé à acheter le livre, il a montré que s'il fait cuire un steak dans de l'huile, il va mesurer, mettons, 100 de molécules pro-oxydantes, et si on met de l'oignon avec, il n'y en a plus que 0 ou 10. Donc, c'est tout à fait intéressant d'utiliser l'oignon. Il a fait la même chose pour l'ortie. Alors, j'ai caché le nom de laboratoire parce que je n'aime pas trop parler des laboratoires. Déjà, je fustige les médecins allopathes qui sont inféodés pour certains au laboratoire d'allopathie. Donc, j'essaie d'éviter de mettre des noms de laboratoires en phytothérapie. Ça, c'est l'huile idéale préconisée par Kousmine, qu'on peut trouver sur le marché et qui contient de la noix, colza, tournesol, cameline et olive. Ça te paraît bien, Christine? Voilà, sinon vous pouvez les alterner les unes après les autres. Elle a les bonnes proportions de tous les acides gras polyinsaturés dont on a besoin. Alors les hormones, donc on va en parler longuement aujourd'hui parce que c'est l'actualité, parce qu'on a peur pour nos jeunes filles. Il faut envisager de changer le mode de contraception au bout d'un certain temps. Et en matière de traitement gynécologique, traitement du syndrome prémenstruel, des fibromes, des mastoses, de l'endométriose ou traitement de la préménopause ou de la ménopause, préférez en première intention des traitements naturels, donc avec des plantes ou de l'homéopathie, et ne réservez, on va le voir tout à l'heure, les traitements de synthèse que pour des situations qui sont incontournables ou pour lesquelles on n'a pas de solution avec les médecines naturelles. Donc c'est la nécessité de prendre le moins d'hormones de synthèse possible tout au cours de la vie des femmes et limiter la prise d'hormones à l'incontournable, à l'indispensable, c'est ce qu'on disait. Et puis une nouveauté peut-être pour vous, c'est qu'on peut associer des traitements alternatifs ou complémentaires pour diminuer les effets d'un traitement allopathique qui pourrait présenter quelques effets secondaires. Si on associe des plantes ou de l'homéopathie, on peut limiter les effets secondaires, on peut aussi limiter les doses de produits allopathiques qu'on va prescrire.
Donc on peut tout à fait les associer. Ça, c'est très important. Alors, dans quel cas on va pouvoir prescrire des hormones et associer des traitements naturels? Donc le problème de la contraception, on va voir quelles sont les pilules œstroprogestatives à la lumière des travaux dont on a parlé récemment dans la presse. Donc là, vous voyez donc privilégier l'anneau œstroprogestatif ou les comprimés de 5e génération, mais on va réexpliquer tout ça, c'est un petit peu complexe sinon. Et si ça, c'est donc dans le cas où les autres contraceptions ne seraient pas possibles, les stérilets, les méthodes locales ou les méthodes définitives. On va revenir là-dessus en long, en large. On réserve la prise d'hormones à l'infertilité. Une femme qui ne peut pas avoir de bébé à la procréation médicale assistée, c'est important de lui dire que pendant quelques mois, c'est pas grave, vous allez prendre des hormones, mais ça va vous permettre d'avoir un bébé. On va pouvoir associer des traitements naturels. On réserve aussi des traitements classiques d'hormones aux endométrioses sévères, aux fibromes sévères, aux mastoses sévères, encore que vraiment, avec la phytothérapie et l'homéopathie, on a d'excellents résultats avec les traitements naturels sur les mastoses, les problèmes ovariens importants, les gros kystes de l'ovaire, et puis, bien sûr, la ménopause précoce. Une femme qui a une ménopause à 25 ou 30 ans, ça arrive, et on ne peut pas la laisser sans traitement hormonal, donc on peut associer un traitement hormonal qu'on va choisir selon des critères que je vais vous expliquer tout à l'heure, et on va y associer des plantes et de l'homéopathie. Il y a le dernier problème de ces jeunes femmes qui sont anorexiques ou qui sont de grandes sportives et qui n'ont pas de règles. Et les problèmes de ces deux cas, la ménopause précoce et l'aménorrhée, c'est le risque d'ostéoporose. Donc une jeune fille qui est en anorexie, qui pèse 40 kg, qui n'a pas ses règles depuis 1 an et demi, il faut faire une densitométrie, il faut apprécier donc le risque de l'ostéoporose, il faut mettre en place un traitement qui peut être un traitement mixte avec un traitement hormonal substitutif et des plantes et de l'homéopathie. C'est pas trop compliqué jusque-là? D'accord. Si la prise de traitement hormonal est incontournable, qu'est-ce qu'on va faire? Dans quel cas elle peut être incontournable? C'est-à-dire on a essayé un traitement phyto, un traitement homéo, de l'oligo, de l'acupuncture, on n'y arrive pas. La femme se déshabille toutes les nuits, a très chaud, le mari a très froid parce qu'elle enlève la couverture. Il y a des risques de conflit dans le couple. Donc il faut vraiment trouver une solution. Et puis en plus, les femmes, quand elles ne dorment pas à cause des bouffées de chaleur, elles finissent par être dépressives. Donc il y a des moments où on sent très bien qu'il faut leur dire je vais vous donner un petit traitement hormonal avec le traitement naturel. Autre cas, donc la ménopause précoce, je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Ça arrive, c'est un incident génétique, mais ça peut être aussi après une chimiothérapie, une radiothérapie des ovaires, un gros choc émotionnel. Donc ça, ménopause avant 50 ans, malheureusement, ça arrive. Et puis cette aménorrhée dont on a parlé, qui concerne les anorexiques, les sportives, mais aussi les femmes qui sont sous lourd traitement psychiatrique et qui ont leur cycle bloqué. Alors, quelles sont les règles à mon sens? Il faut limiter les doses. Ça fait 10-15 ans que je dis, avant même que les études qui parlent de la dangerosité du THM par rapport au cancer du sein sont sorties en 2002. J'ai toujours dit ça, il faut limiter les doses d'hormones. Il faut prescrire des hormones bioidentiques qui ne sont pas des hormones naturelles, elles sont faussement appelées naturelles. Bioidentiques, ça veut dire que le laboratoire a réussi à synthétiser, on le verra à partir de modèles végétaux, à synthétiser les mêmes hormones que celles des ovaires, les œstrogènes et la progestérone. Donc on a à notre disposition pour les traitements de la ménopause, par voie percutanée, soit sous forme de patch, pas très facile à gérer sur les mini-doses, soit sous forme de pression de gel. On a donc un œstrogène bioidentique qui s'appelle le 17-bêta-estradiol. Et puis on a depuis longtemps une progestérone micronisée, faussement appelée naturelle, qu'on donne notamment aux femmes enceintes pour éviter les risques de fausses couches et qu'on peut tout à fait prescrire à la ménopause, soit par voie orale, auquel cas elle peut faire dormir, donner des vertiges et elle va solliciter le foie, soit par voie vaginale, et là elle sera beaucoup mieux tolérée, mais ça donne des écoulements à cause de la petite gélule. Donc on associe des traitements alternatifs et complémentaires. Alors depuis longtemps, je milite contre ce que j'appelle le scandale des pilules préhistoriques.
On va voir ça. Ce sont des contraceptions toutes remboursées par la sécurité sociale qui sont encore sur le marché. On voit là qu'on a une pilule qui est là depuis 39 ans, c'est-à-dire 2 générations de femmes. Adépal, 37 ans. Là, je suis obligée de citer les noms pour les pilules. Trigella, 31 ans. Trinordiol, 27 ans. Et même encore la Stédiril, qui est la première pilule qui est sortie sur le marché il y a 40 ans. On va fêter le 40e anniversaire d'une certaine liberté pour la femme par rapport à sa sexualité, c'est sûr, d'une certaine préservation pour sa santé du risque des IVG, mais pardonnez-moi de vous faire donner mon avis, c'est aussi un asservissement de la femme que de lui imposer le choix de la contraception pour elle et pas dans le cadre du couple ou de l'homme. Voilà ce que j'en pense. Alors on les appelle mini, mais c'était mini il y a 30 ans, 35 ans, ce ne sont plus du tout des mini-pilules. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure par rapport au dosage en oestrogène que vous voyez ici, 0,3, 0,4, 0,035, 0,05, tout ça c'est très très fort. Alors, donc tous les journaux, on parle du Mediator, on parle de la grippe il y a 1 an et demi, les journaux ils savent, les journalistes savent monter les problèmes en épingle et après on les oublie aussi vite. On a parlé des problèmes SPIP pendant des semaines, on n'en parle plus, et les femmes sont toujours en danger par rapport à ça. Donc il faut se méfier de l'impact négatif de la pression des médias. Donc ce risque thromboembolique, on va expliquer ce que c'est. Il est connu depuis 1995 avec une publication qui était dans The Lancet, et on a été officiellement prévenu par l'Agence nationale de sécurité du médicament en septembre 2011, et c'est que maintenant, en janvier 2013, qu'on nous en parle, qu'on vous en parle, parce que nous, on le savait déjà. Alors, c'est quoi le risque thromboembolique veineux des œstroprogestatifs? Les œstroprogestatifs, c'est un type de pilule qui va associer des œstrogènes et des progestatifs, toujours de synthèse. Le risque thromboembolique veineux, c'est la phlébite, qui va donner une embolie pulmonaire, ou pas, et qui peut entraîner le décès. Le risque thromboartériel veineux, thromboembolique artériel, excusez-moi, je recommence. Le risque thromboembolique artériel, c'est l'infarctus du myocarde. Et là, il y a une faute, c'est l'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. C'est aussi un risque qui est augmenté avec la prise de pilule. Donc, il est lié d'une part aux œstrogènes, ce qu'on ne vous dit pas actuellement, d'autre part aux progestatifs, ce qu'on vous raconte en ce moment. Par contre, si on prend un œstrogène bioidentique, et c'est ce qui existe dans 2 pilules qui sont sorties en 2010, que je vous nommerai tout à l'heure, le risque thromboembolique est moindre. Donc 1, il est lié aux œstrogènes, 2, il est lié aux progestatifs. Il est moindre si c'est un progestatif de 2e génération, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, mais il existe. Il est moindre que pour les progestatifs de 3e et 4e génération, et pour le progestatif qui est dans un contraceptif qui s'appelle Diane, 35. On a plus de 10 études entre 2005 et 2012 qui montrent l'augmentation du risque thromboembolique lié au choix du progestatif dans la pilule œstroprogestative, sachant que ce risque thromboembolique du progestatif, il s'ajoute au risque thromboembolique de l'œstrogène. Je pense que j'ai été claire là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une augmentation de la résistance au système anticoagulant naturel du sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça augmente la coagulation du sang, les risques de coagulation qui vont donner des phlébites, c'est-à-dire un caillot dans une veine. Et ce caillot, il va migrer, il va passer dans l'organisme, il va arriver, il va bloquer ici au niveau des poumons, il va donner des embolies pulmonaires qui peuvent être massives et définitives, malheureusement. Alors, d'une part, il y a des facteurs génétiques. Il y a des familles où il y a des anomalies, des marqueurs de la coagulation, ce qui veut dire, vous le comprendrez aisément, qu'on peut les doser. Donc, il faut obligatoirement, avant prescription d'une pilule par quelqu'un de compétent, qu'il y ait un interrogatoire pour savoir si dans la famille, du côté paternel et maternel, il y a des risques, s'il y a eu des accidents thromboemboliques veineux ou artériels, ça doit faire partie de l'interrogatoire, et bien sûr les antécédents personnels. Donc ça, c'est les facteurs génétiques qui prédisposent à une augmentation du risque thromboveineux sous œstroprogestatif.
mais il y a aussi le tabac. Donc il y a énormément de jeunes filles qui fument en ce moment, et qui fument et qui prennent la pilule. Donc ça, c'est vraiment, il faut combattre ça de toutes ses forces. L'obésité, les voyages en avion, on le sait, on vous dit mettez des collants de contention et marchez dans les couloirs parce que vous avez une augmentation des risques de phlébite. L'alitement, le post-chirurgical, tout ça, c'est des situations qui augmentent le risque de phlébite et d'embolie pulmonaire. Donc les chiffres officiels, c'est 10 à 30 décès par an en France. Parfois, il y a des différences entre les chiffres officiels et les chiffres officieux, vous le savez bien. Parce que il y a 10 à 30 décès, mais il y a beaucoup de femmes qui restent avec des handicaps. Alors, selon la journaliste qui a écrit cet article, il y a une sous-déclaration des accidents thromboemboliques par les médecins aux autorités sanitaires concernées pour 3 raisons. La peur que le médicament soit retiré, parce que sans ce médicament, ils ne savent plus comment faire. C'est ce qui s'est passé avec les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause. Les gynécos ne savaient plus quoi prescrire pour la ménopause. Donc maintenant, on est dans l'affirmation qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de cancer du sein avec les traitements hormonaux, qui s'appelle maintenant le traitement hormonal de la ménopause. Vous savez, en France, c'est toujours la dernière étude qui est publiée qui a raison. Je pense qu'il faut se poser quelques questions quand même. Première raison, la peur du retrait du médicament. Deuxième raison, la peur d'une action en justice de la patiente, mais aussi la peur d'une action en justice par le laboratoire contre le médecin. C'est arrivé. Donc, les déclarations ne sont pas faites en totalité au niveau des autorités sanitaires. Donc, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Eh bien, c'est la plainte d'une jeune fille, Marion Lara, qui a une vingtaine d'années, contre le laboratoire Bayer Santé, en décembre, suite à un AVC, c'est-à-dire un accident vasculaire cérébral avec des séquelles d'hémiplégie importantes, du fait de la prise d'une pilule de 3e génération. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, la première décision du ministre de la Santé, alors que nous, on avait déjà été informés de ça, c'est de dire je vais dérembourser les pilules de 3e génération. Ça ne me paraît pas la solution première, hein, le déremboursement. Et elle nous dit aussi de privilégier les pilules de 2e génération. On verra que dans les pilules de 2e génération, j'ai fait des tableaux tout à l'heure, il y a des pilules très anciennes qu'il va falloir mettre directement à la poubelle. Et puis, autre chose, on a dit on va réserver la prescription de la pilule au simple gynécologue, simplement au gynécologue. Et je trouve que c'est une offense qui est faite aux médecins généralistes, qui sont tout à fait à même, aussi bien que nous, de voir quels sont les risques, de faire un bon interrogatoire, de faire un bilan sanguin complet. On va voir ça tout à l'heure. Et il faut leur laisser la possibilité de prescrire la pilule. C'est vraiment complètement, là je dis, ridicule. D'autant plus qu'il y a de moins en moins de gynécologues. Il n'y a pas de gynécologues formés, donc les gynécologues partent à la retraite et elles ferment leur cabinet. Donc il faut vraiment informer les médecins généralistes pour la prescription. Par contre, je suis formellement contre le fait qu'on puisse donner la pilule sans faire d'examen sanguin dans les plannings familiaux ou qu'on puisse renouveler les pilules sans contrôle dans les infirmeries scolaires. Ça me paraît un petit peu dangereux. Alors, vous allez regarder cette colonne ici. Une femme sous pilule, pour 10 000 femmes, le risque de phlébite, c'est 0,5 à une femme. Une femme qui est enceinte, elle a un risque de 6. Les pilules de 1re génération sont des pilules qui contiennent cette molécule-là, la norethistérone. Il n'y en a plus qu'une sur le marché. Le risque, il n'a pas été publié récemment, et à mon avis, il est autour de 2, c'est-à-dire le même que pour les pilules de 2e génération qui contiennent une molécule progestative qui s'appelle le lévonorgestrel. Les pilules de 3e génération qui contiennent toutes ces molécules-là, désogestrel, gestodène, norgestimate, peut-être le dionégeste, montrent le risque entre 3 à 4 femmes pour 10 000, comme pour l'acétate de cyprotérone et la drospirénone, c'est-à-dire ces fameuses pilules dont on a parlé, jasmine, jasminelle et Yaz, pour la drospirénone, et acétate de cyprotérone, la pilule de l'acné qui est Diane 35. On est donc sur une 3 à 4 femmes pour 10 000 femmes. Alors pour celles que j'ai appelées entre parenthèses des pilules de 5e génération, ce sont des pilules qui contiennent
un œstrogène bioidentique, je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est la synthèse de la même molécule que celle que les ovaires sécrètent, avec pour l'une le dienogeste pour lequel les avis diffèrent sur le fait qu'il est en troisième génération ou pas. Donc de toute façon, de façon théorique, le risque thromboembolique du fait de la présence des œstrogènes bioidentiques est moindre, mais il n'est pas évalué. Et pour la deuxième pilule qui est sortie aussi récemment, qui n'est pas classée dans les progestatifs incriminés, le risque est moindre et non évalué. Pour l'anneau, que vous allez voir, l'anneau vaginal qui s'appelle le Nuvaring et que je privilégie avec un certain nombre de pilules, on est sur un risque moindre non évalué. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut mettre à la poubelle directement, et on en avait été averti dès 2007 par la revue Prescrire, c'est le patch, parce qu'il est beaucoup trop dosé. Et on sait déjà que depuis qu'il y a le patch aux États-Unis, les jeunes filles ont fait beaucoup d'accidents thromboemboliques artériels et veineux. Donc ça, le patch Evra, c'est poubelle directement. Ce n'est pas des remboursements. De toute façon, il n'est pas remboursé. On va voir ça. Alors, pilule de première génération. Vous avez compris, c'est le classement par rapport au progestatif. Elle s'appelle Triella, norethistérone. Elle est remboursée par la Sécurité sociale. Ça fait 31 ans qu'elle est sur le marché. Pour moi, elle part à la poubelle aussi. Trop vieux. Et on est sur ici 35. C'est ce chiffre-là que vous devez retenir. La règle, c'est de dire quoi? Moins on a d'œstrogène dans une pilule et moins on a de risque thromboembolique artériel ou veineux. Et là, on va parler des deux en même temps. Donc on est avec un progestatif qui n'est pas incriminé, mais on est avec 35 alors qu'on peut avoir 20 ou 15. Donc c'est beaucoup trop fort pour les femmes et c'est beaucoup trop vieux. 1982, c'est beaucoup trop vieux. Alors, œstroprogestatifs de deuxième génération, c'est ceux qu'on nous conseille de prescrire maintenant. Le premier, éthylènestradiol 50. C'était le premier il y a 40 ans. Celui-là, il part à la poubelle aussi. Et puis les autres, c'est 30, 30, 40, 30, 40, 30. Vous voyez que c'est facile d'avoir ce choix. C'est ces pilules avec les 20 d'éthylènestradiol et le lévonorgestrel qu'il faut privilégier et qui sont des pilules récentes, 2009. Optilova, c'est un générique. Donc Lilou, Lovalulo, Optilova sont les pilules qu'il faut choisir en première intention parce qu'il y a 20 d'éthylènestradiol et parce qu'il y a un progestatif qui n'est pas incriminé dans l'augmentation du risque et parce que ce sont des pilules récentes. Ça va jusque-là? Oui? Si je vais trop vite, vous me le dites. Hein? Un peu plus fort? Bon. Faut que je parle plus près du micro, c'est mieux comme ça? Voilà, donc c'est ces pilules-là qu'il faut privilégier. Alors on passe aux troisième génération. La définition des troisième génération que donnent les gynécologues n'est pas forcément la même que celle que donne l'Agence du médicament. Alors on est quand même très embêtés. Il y a un consensus sur le désogestrel. Donc ça concerne toutes ces pilules qui, vous voyez, sont toutes anciennes, sauf le désobel qui est un générique des autres. Elles sont toutes à 20 ou 30 avec le même dosage en désogestrel. C'est la même pilule, en fait, avec des noms différents parce qu'il y a des laboratoires différents. Mais c'est la même pilule, en 20 ou en 30, et elle est trop ancienne. Et de toute façon, le fait qu'il y ait le progestatif désogestrel, on fait une croix sur ces pilules de troisième génération. Le gestodène, donc on est tous d'accord là-dessus. C'est pareil, on est sur des pilules entre... C'est dommage ici parce qu'on avait des 15 en œstrogène et moi j'aimais beaucoup les prescrire. Mais si le gestodène augmente le risque thromboembolique, toutes ces pilules s'en vont. Vous voyez qu'il y avait des pilules anciennes, 1995, 1988, 88, tout ça, on fait une croix. Alors, la polémique est là. Pour certains, le norgestimate, c'est un progestatif de troisième génération. Dans un article récent pour le professeur Jamin, c'est un progestatif de deuxième génération. De toute façon, si on suit le raisonnement que je vous ai donné tout à l'heure, on est pour les 4 à 35 d'éthylènestradiol, donc on ne le prescrit pas. Qu'il soit le gestodène le norgestimate, de deuxième ou de troisième génération, ça ne nous pose pas de problème, parce que de toute façon, les pilules sont très anciennes, 88 là pour la plus ancienne,
et on a trop d'œstrogènes. Donc là, on a une réaugmentation du risque. Alors, progestatif de 4e génération. On est sur des pilules assez anciennes, 2001-2005, et c'est les pilules pour lesquelles les femmes ont le plus porté plainte récemment. Jasmine, Jasminelle et Yaz. Donc, même si on a ici Jasminelle et Yaz qui sont à 20 gamma, on a une drospirénone qui est dangereuse, donc on annule. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans les progestatifs de 4e génération, on a l'acétate de nomégestrol, qui est un progestatif qu'on va donner dans les fibromes, dans les mastoses, qu'on va donner dans les traitements hormonaux de ménopause. Et on parle du risque des progestatifs dans la pilule actuellement, mais on ne parle pas du risque des progestatifs donnés en dose importante, en macrodose, pour la contraception même ou pour le traitement des fibromes. Donc ça, c'est aussi peut-être le prochain scandale de se dire il faut parler du risque thromboembolique de ces progestatifs, et je vous parlerai tout à l'heure du cas d'Agnès. Agnès qui était très déçue que la conférence ne se fasse pas en direct et qui va la regarder en podcast, c'est ça? Alors là, on n'a pas trop on a une discordance. Pour JAMA, c'est une 4e génération. Pour l'Agence du médicament, c'est une autre série autour de l'acétate de cyprotérone, autour de cette pilule de l'acné. Vous voyez, elle est à 35, elle est trop dosée. 1987, elle est trop ancienne. Et cette pilule n'a pour seule indication que l'acné. Elle n'a pas d'indication pour la contraception. Elle est prescrite en contraception depuis des années. Donc ça, on laisse. Alors voilà les fameux œstrogènes bioidentiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui donc du fait des œstrogènes ont un risque moindre au niveau thromboembolique, et du fait du progestatif, celui-là apparemment ne poserait pas de problème, le normégestrol, donc la pilule Zoélie. Et ici pour le Dienogest, est-ce que c'est une 3e génération, auquel cas il ne faut pas les prescrire, ou est-ce que ça n'en est pas une? Je vous ai dit, les avis sont discordants. Donc on a Lilou, Lovalulo, Zoélie, de façon apparemment plus sécurisante. Donc pour le moment, je crois en principe de précaution, on va privilégier Zoélie avec l'estradiol, qui est donc l'œstrogène bioidentique, et avec ce progestatif qui n'est pas dans la liste. Autre moyen de donner les œstroprogestatifs, l'anneau vaginal. Donc c'est un anneau en matière synthétique dans lesquels sont incorporés des œstrogènes et des progestatifs qui donnent le plus faible taux circulant dans l'organisme. Donc ça, c'est intéressant. Ces deux systèmes ne sont pas remboursés. On en met un pour 3 semaines, on l'enlève, on a les règles, et on en remet un autre 3 semaines plus tard, pour 3 semaines encore. Par contre, le patch ici, Evra, je vous ai expliqué qu'il était très dangereux, beaucoup trop dosé et augmentant vraiment les risques de façon évidente. Alors, qu'est-ce qui reste après? Donc là, on a vu les œstroprogestatifs, c'est-à-dire les associations d'œstrogènes et progestatifs. On peut aussi avoir je vous ai parlé du risque potentiel des macroprogestatifs, c'est-à-dire des progestatifs donnés en forte dose, et on peut aussi prendre des progestatifs en microdose. Donc ça, par exemple, c'est le progestatif qu'on va donner à une femme qui vient d'accoucher, en lui disant « vous n'avez pas d'augmentation de risque avec ça, du fait qu'il n'y a pas d'œstrogène ». Et vous voyez ici que la pilule qui est donnée le plus fréquemment possible, la cérazette, désogestrel, elle fait partie des progestatifs incriminés. Donc il faut rebasculer sur la prescription du Microval, lévonorgestrel progestatif de 2e génération, qui a l'avantage en plus d'être remboursé, et c'est celui-là qui sera le moins dangereux par rapport au plus récent. Les gynécos, à 99%, ils donnent cérazette, hein. Donc il va falloir qu'ils fassent des changements. Autre possibilité, le Norlevo, qui est la pilule du lendemain, le Mirena, donc qui contient un progestatif qui n'est apparemment pas trop dangereux, le Mirena qui est stérilé à la progestérone, on va en reparler tout à l'heure, qu'on va mettre pour 5 ans, et puis l'implant, comme un petit bâtonnet dans le bras, qu'on va mettre en sous-cutané au niveau du bras, et qui lui contient un progestatif qui n'a pas été testé,
mais on voit que 40% des femmes le retirent au bout de quelques mois parce que ça saigne tout le temps. Ce problème de saignement, on va en reparler, il concerne aussi les microprogestatifs. Donc microprogestatifs, pilule du lendemain, stérilé aux hormones, implant poubelle. Alors ça, c'est la liste des progestatifs incriminés, avec un point d'interrogation pour le dienogeste. Et quels sont les risques des œstroprogestatifs? Parce qu'on en revient au sujet du jour, qui est le cancer du sein, la prévention du cancer. Donc les pilules œstroprogestatives et le traitement hormonal de ménopause ont été classés par un organisme international qui s'appelle le Centre international de recherche sur le cancer, après que des centaines d'études aient été évaluées par plus de 35 experts internationaux. Donc ça date de 2005, c'est sorti au mois d'août, personne n'en a parlé. Donc la pilule a été classée substance cancérigène de type 1 par rapport au cancer du sein, et le type 1, c'est au même titre que l'amiante pour le cancer de la plèvre. Souvent je dis qu'il faut revenir à une médecine de bon sens. La première chose qu'on dit à une femme qui a une embolie pulmonaire ou un cancer du sein, vous arrêtez tout de suite et définitivement toute prise d'hormones, que ce soit la pilule ou le traitement hormonal de la ménopause. Donc si ça pose un problème, c'est qu'il y a un lien. C'est logique. Alors je veux rappeler que la pilule n'est pas sans effet secondaire, de prise de poids, d'aggravation de céphalées ou de migraines, de troubles circulatoires et de perte de la libido. Et le docteur Catherine Solano, qui est une sexologue qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui passe à la télé régulièrement, elle dit quelque chose de très très important. Elle dit que le fait de mettre les pilules, les petites jeunes filles dès l'âge de 14 ou 15 ans ou 16 ans sous pilule, ça perturbe l'apprentissage de leur sexualité de façon définitive. Donc c'est absolument gravissime, je trouve. Revenons-en à la libido. Nombre de femmes nous disent, après avoir arrêté la pilule, j'ai retrouvé ma libido. C'est la même chose pour le stérilet et la progestérone. Et pour les progestatifs. Alors, je souhaite vraiment qu'on commence à parler du risque des macroprogestatifs. L'acétate de nomégestrol dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est donc un progestatif de 3e génération, et l'acétate de chlormadinol lutéran de 4e génération. Et c'est là que je veux vous raconter le cas de Agnès, qui va fêter ses 60 ans et qui va fêter ses 20 ans de chaise roulante. Parce qu'à l'aube de ses 40 ans, elle a fait une thrombose du tronc basilaire, c'est-à-dire un problème de caillot à la base du cerveau, et elle s'est retrouvée tétraplégique. Je communique avec elle depuis des années. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Et après ». J'ai toujours beaucoup d'émotions, pardonnez-moi quand je parle d'elle. Et il faut savoir qu'Agnès était psychomotricienne et que du jour au lendemain, elle s'est retrouvée en chaise roulante. Et c'est Agnès qui voulait écouter cette conférence et je te salue, je t'embrasse parce que je sais que tu me vois. Elle m'a envoyé son soutien tout à l'heure. Et je crois qu'il faut se battre pour des gens comme ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont handicapées du fait des conséquences des traitements hormonaux. Et Henri Joyeux l'a beaucoup aidé aussi pour l'aider à faire une action en justice il y a une dizaine d'années. Elle a été humiliée et ça s'est très très mal passé aussi bien avec son avocat qu'avec la partie adverse et elle a renoncé pour le moment à faire quoi que ce soit. Elle est très très attentive, elle souffre beaucoup de ce qui arrive aux jeunes filles en ce moment et elle veut vraiment que ça avance et en son hommage, je voudrais vraiment qu'on se mobilise toutes. Alors, comment on peut faire pour limiter les risques de ces pilules? On ne peut pas faire une marche arrière, on ne peut pas enlever la pilule aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui veulent avoir une liberté de décider d'une grossesse ou pas. Je pense qu'on ne peut pas faire marche arrière, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, expliquer aux jeunes filles que ce n'est pas une fraise tagada, ce n'est pas un bonbon qu'on va avaler tous les jours, et ce n'est pas parce que la copine en classe de 4e ou de 5e déjà peut prendre la pilule qu'il faut qu'elle aussi elle prenne la pilule. Autre chose pour les jeunes filles, je trouve tout à fait anormal une jeune fille qui a des règles irrégulières ou abondantes ou douloureuses, on la mette d'office sous pilule pour ôter ses règles douloureuses. Moi je dis on peut essayer avec des produits naturels, homéopathie, phytothérapie, et si ça ne marche pas, on va faire le choix d'une petite pilule pour la calmer, en associant de l'homéopathie et de la phytothérapie. Mais d'emblée, donner à une gamine de 14 ou 15 ans une pilule, surtout si elle n'en a pas besoin, je trouve qu'il faut éviter.
Donc une jeune fille qui n'a pas besoin de contraception, ou même une jeune femme qui n'a pas d'amoureux, ça ne sert à rien de prendre la pilule, il vaut mieux l'arrêter. Et puis on la reprend quand on est sûr que le compagnon est un bon compagnon et qu'on n'a pas à se protéger des maladies sexuellement transmissibles. Donc il ne faudrait pas la prendre s'il y a des antécédents de phlébite ou d'embolie pulmonaire familiaux, bien sûr, personnels et de façon évidente. Mais j'ai vu cette semaine une jeune fille qui avait une phlébite sous pilule de 3e génération, qui depuis porte des collants de contention tous les jours et était sous Cerazette. Donc je lui ai enlevé Cerazette et je l'ai mis sous Microval, c'est-à-dire un peu microprogestatif, donc sans oestrogène, microprogestatif avec le lévonorgestrel. Avec Henri, on se bat pour dire il ne faut pas prendre la pilule tout au long de sa vie, juste s'arrêter le temps des enfants, des grossesses. Et vous avez des femmes, je les vois arriver, vous verrez dans mon questionnaire, la première question que je leur pose, ça fait combien de temps que vous prenez la pilule quand on commence à parler de la pilule? Des fois, ça fait 30 ans, 40 ans. Donc ça, c'est pas possible qu'une femme après 40 ans, on lui donne la pilule. C'est plus possible. Ne pas fumer et prendre la pilule. Mais ça, on le dit, mais ça rentre par ici et ça sort de l'autre côté. Donc on ne peut pas non plus dire je vous prescrirai la pilule le jour où vous ne fumerez plus. C'est pas possible, mais il faut vraiment militer. Je pense qu'actuellement, un des plus gros poisons sur la Terre, c'est le tabac. Et on ne se bagarre pas assez contre. Ne pas prescrire la pilule après 40 ans, faire attention chez les femmes qui sont obèses et qui ont de l'hypertension artérielle, parce qu'on augmente les risques vasculaires. Et puis faire un bilan sanguin complet, c'est-à-dire il y a une tartine, il y a une page entière. C'est un bilan des risques vasculaires artériels avec le cholestérol, les triglycérides, un bilan glycémique, le taux de sucre dans le sang, mais aussi ce qu'on appelle le bilan de thrombophilie. Alors depuis que des articles parlent de ce risque thromboembolique, je suis assaillie de coups de fil, voire de jeunes filles qui viennent à mon cabinet ou qui m'envoient des mails pour me dire qu'est-ce que je fais avec ma pilule. Donc j'ai décidé de leur arrêter leur pilule, de leur donner une pilule de 2e génération récente comme celle dont je vous ai parlé, et de leur demander à leurs parents d'assumer les 90 € concernant 2 éléments du bilan de thrombophilie qui ne sont pas remboursés. Alors qu'est-ce qu'on va dépister avec ce bilan de thrombophilie? On va dépister les risques génétiques. On ne va pas dépister le risque lié au tabac, à l'obésité ou à l'hypertension. Mais c'est déjà mieux que rien. Alors peut-être qu'au lieu de dérembourser les pilules, on ferait mieux de les abandonner et de rembourser le bilan de thrombophilie. Là, ce serait un acte positif. Alors, si on peut aussi décider d'informer sur la contraception non hormonale. Ça va, vous n'avez pas besoin de pause? C'est bon? Ok. Donc il faut informer, il faut proposer, il faut les laisser choisir et maturer la décision. Ne pas oublier la protection contre les maladies sexuellement transmissibles. C'est pas parce qu'elles sont sous pilule qu'elles rencontrent un jeune homme nouveau qu'elles ne se protègent pas avec un préservatif par rapport à MST. C'est un gros problème, ça. Alors, chez les jeunes filles ou chez les femmes qui n'ont pas de rapport sexuel régulier, on peut leur dire, mais pour le moment, tant que vous n'avez pas une relation régulière, préservatif masculin. Alors, je n'ai pas fait de diapositive sur le préservatif féminin parce que je trouve que c'est une injure à la femme. C'est vraiment, renseignez-vous, c'est abominable. C'est vraiment nous prendre pour des femmes de mœurs légères. Donc, je ne parle qu'en négatif de préservatif féminin. Alors, préférer un autre mode de contraception chez les jeunes filles qui ont des partenaires changeants multiples, il vaut mieux le préservatif, on a dit pourquoi. Mais chez les jeunes filles qui sont matures, décidées, après un bon délai de réflexion, on peut leur proposer de poser un stérilet au cuivre, pas à la progestérone, pas aux hormones. On n'arrête pas la pilule à cause des hormones pour leur donner un stérilet à la progestérone, que ce soit une jeune fille ou une jeune femme. Alors en 2008, j'ai contacté toutes les journalistes que je connaissais et j'ai eu 4 articles, dont celui-ci dans Santé Magazine, pour parler de la possibilité sans problème de mettre un stérilet chez une jeune fille qui est déjà bien mature au niveau de sa sexualité, à qui on a bien expliqué comment ça se passait, on fait des schémas, on leur explique que c'est un petit appareil qu'on va mettre dans la cavité utérine. Alors, on choisit un stérilet short, c'est-à-dire un stérilet de petite taille, parce que l'utérus est petit tant qu'on n'a pas eu d'enfant. Donc, il est fait exprès pour ces jeunes filles
Et ça ne fait pas 2 ou 3 ans qu'il existe. Quand je me suis installée il y a 28 ans, ça existait déjà. Et en 2009, on a eu une incitation par les autorités sanitaires pour poser des petits stérilets chez les jeunes filles plutôt que de leur donner la pilule. Mais ça, on l'oublie. Un stérilet, ça coûte 35 €, c'est remboursé par la sécurité sociale, on peut le garder, à mon avis, pas plus de 3 ans si on n'a pas eu d'enfant. Certains stérilets chez les femmes qui ont eu des enfants peuvent les laisser 5 ans. Moi, je les enlève toujours au bout de 3 ans. Et ça coûte que 35 €, c'est-à-dire 10 € par an. Une pilule, ça peut rapporter beaucoup plus d'argent au laboratoire. Alors, il faut faire donc il y a vraiment des critères pour que ça se passe bien et qu'on soit dans toute sécurité. Il faut faire une échographie pelvienne, c'est une échographie de l'utérus et des ovaires. Pourquoi? Parce que j'ai une jeune fille qui a été enceinte après la pose d'un stérilet. Pourquoi, à votre avis? Elle avait 2 utérus. On ne l'avait pas palpé, on n'avait pas vu le deuxième col, et on avait mis le stérilet dans le premier col qui se présentait. Donc les malformations, ça existe. En plus, ça permet de dépister les kystes de l'ovaire ou les fibromes. Donc toujours avant de conseiller une pose de stérilet, une échographie pelvienne. Alors bien préparé, c'est-à-dire que je leur dis, je vais vous farcir comme un poulet à l'ail. C'est-à-dire que vous allez mettre un comprimé dans le vagin 2 heures avant qui va ouvrir le col. Vous allez prendre des plantes, de l'homéopathie contre le stress, des comprimés contre la douleur avant et après, et ça va se passer le mieux possible, parce que le risque de la pose, c'est le risque du choc vagal. Il y en a quand même qui font un choc vagal, même en étant bien préparés. C'est pas facile pour une femme d'avoir un stérilet qui passe le col sur un col qui n'a jamais eu d'enfant, c'est pas quelque chose de facile. Donc moi, je ne pose plus les stérilets chez les jeunes filles ou jeunes femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Je le fais poser par un chirurgien que j'ai à Bordeaux, qui est adorable. L'infirmière leur tient la main, il met de la musique, il plaisante et il y arrive très bien, à condition qu'elle soit bien préparée. Et après on dit, parce qu'il y a des critiques après, dès l'instant où on dénigre la pilule et on encense le stérilet, on a des critiques des confrères. Elle va avoir une anémie, mais pour éviter d'avoir une anémie, on va lui donner du fer. Donc soit du fer classique qui n'est pas forcément bien toléré, ou des fers plus naturels qui sont mieux tolérés, des granules d'homéopathie pour limiter les règles abondantes, et pourquoi pas des anti-hémorragiques, mais attention, trop d'anti-hémorragiques peut donner des phlébites. Voilà, donc il faut bien doser les choses. Ça peut être sur une journée ou 2, les jours où c'est très très abondant. Parce que les règles, effectivement, sont plus abondantes sous stérilet au cuivre. Le cuivre et le fait d'avoir un corps étranger dans la cavité va créer une inflammation qui fait qu'il n'y aura pas de nidation d'un œuf fécondé, mais ça donne des règles plus abondantes. Alors ça, c'est un article du 15 janvier, je l'ai fait tout à l'heure en arrivant au fond de la salle. Déjà, les ripostes commencent. Un professeur de gynécologie qui dit « Attention, les alternatives à la pilule ne sont pas sans risque ». Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il y a un risque infectieux avec le stérilet au cuivre, avec le stérilet hormonal. Et un risque, selon lui, bien sûr, il se positionne bien par rapport à la pilule, supérieur au risque de thrombose avec les pilules de 3e génération. Et s'il y a un risque infectieux, il dit qu'il y a un risque de grossesse extra-utérine, parce que ça va abîmer la trompe. Donc, il y a un risque de stérilité. Alors, ça va très vite de dire stérilet égale infection égale stérilité. Ça, c'est des choses qui se disaient il y a 20 ans. Maintenant, on est très, très vigilants. Moi, j'ai quasiment jamais d'infection avec les femmes sur stérilet, d'autant plus que ce sont des femmes bien suivies, à qui je vais faire un frottis. Un frottis, c'est le dépistage du cancer du col, mais c'est aussi le dépistage des globules blancs ou de certaines infections qu'on peut voir. Et on peut faire un examen bactériologique, c'est-à-dire on met les pertes en culture et on voit s'il y a une infection ou pas avant de poser le stérilet, si on a une inquiétude devant la présence de pertes. Donc le risque infectieux, il est très, très, très faible. Alors il dit aussi, et ça je vous l'ai dit tout à l'heure, l'implant, que je ne conseille jamais, donne 40% de retrait dans les mois qui suivent la pose pour cause de petits saignements permanents. Si on met une contraception et qu'on saigne tout le temps, c'est pas rigolo. En plus ça irrite, ça peut donner des mycoses, on s'en sort pas, donc c'est pas une bonne solution. Même chose avec ces microprogestatifs dont je vous ai parlé.
Cérazette qu'on ne donne plus et Microval qu'on va privilégier, qui ont les mêmes inconvénients. Si ça commence à saigner, il faut changer de contraception. Ça, c'est vrai. Alors je dis donc comment limiter le rare risque infectieux. Donc ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas lui. Mais il faut faire une bactériologie, une recherche d'infection. Il faut éviter de le poser chez une femme à partenaires multiples parce qu'elle a plus de risques d'attraper des MST, notamment chlamydier qui peut donner des infections au niveau des trompes, abîmer la muqueuse de la trompe et effectivement augmenter le risque de grossesse extra-utérine ou le risque que la trompe se bouche. Et puis, il faut retirer un stérilet au moindre problème. C'est-à-dire si une jeune fille a mal au ventre, avec des pertes nauséabondes ou pas, il faut la recevoir dans l'urgence et retirer le stérilet. Donc il y a des moyens de faire attention. Alors, le risque de GU, il n'a pas de chance parce que dans Gynécologie obstétrique pratique de décembre 2012, il y avait la contraception sous toutes ses formes augmentait le risque de GU. Eh bien, c'est non. Ah, pardon, de grossesse extra-utérine. La contraception sous toute cette forme augmente-t-elle le risque de grossesse extra-utérine? Non, dit l'article. Alors, dans les autres modes de contraception, donc on a des femmes qui sont en couple, on a parlé des stérilets au cuivre qu'on peut mettre entre 3 à 5 ans, qui coûtent 30 € remboursés. Et on va reparler du Mirena, qui, à mon avis, devrait être posé dans une seule indication, les femmes qui ont des règles trop abondantes, hémorragiques, qui en mettent partout, pour leur éviter d'avoir une intervention à type d'hystérectomie, c'est-à-dire d'enlever l'utérus. Ça, c'est vraiment la bonne indication de ce stérilet. Mais maintenant, la mode, c'est d'en poser tout le temps, même aux jeunes filles, aux jeunes femmes, souvent après leur accouchement. Et on est sur une pause, ils se vantent de mettre un stérilet Mirena toutes les heures en France. Et vous voyez le prix, c'est 125 €. C'est une grosse différence. On a parlé tout à l'heure des effets secondaires, dont la libido, l'acné, la prise de poids. Chez les femmes en couple, elles peuvent tout à fait assumer, dans le cadre du couple, une contraception locale, par diaphragme, cap, préservatif, spermicide, ou d'autres méthodes comme Logino, Billings, symptothermique, Persona, Ledicamp, contraception lunaire. Je ne suis pas une spécialiste des contraceptions naturelles. Vous trouvez ça sur Internet, il n'y a pas de problème. Une femme qui a eu tous ses enfants, qui est sûre de ne pas vouloir d'autres enfants, on peut lui dire « Est-ce que vous ne voulez pas faire une contraception définitive ?» Il y a 2 types de contraception définitive. Il y a la stérilisation au niveau des trompes par célioscopie. On fait un petit trou dans le nombril et soit on pose des clips ou des anneaux, soit si on ne veut pas avoir d'éléments étrangers dans l'organisme, on peut couper la trompe à un petit bout et recoudre. Donc ça ne passe plus, il n'y a plus de rencontre possible entre le spermatozoïde qui va monter dans la cavité utérine et aller dans la trompe, puisqu'il ne peut plus aller dans la trompe. Voilà. La dernière méthode, c'est la méthode Eschour, ou Essure en français. On va poser ici des petits anneaux métalliques. Donc déjà, il ne faut pas être allergique au métal, je crois que c'est du nickel. Et donc des petits anneaux qui vont entraîner une réaction inflammatoire et qui va boucher la trompe à l'entrée. Alors au début, j'ai trouvé ça super, d'autant plus qu'il y avait des femmes hyper courageuses qui le faisaient sous hypnose ou sans anesthésie. J'ai trouvé que ça limitait les risques de l'anesthésie. Et puis en fait, j'ai appris que le fait qu'il y ait quelque chose de métallique dans le corps ici, ça perturbe le fait de faire des IRM, c'est-à-dire des examens radiologiques poussés dont on peut avoir besoin. Donc je suis revenue à la stérilisation ici classique avec les clips par voie stéréoscopique. Je donne tout un protocole d'homéopathie pour que l'anesthésie se passe bien et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'accident. Alors on a dit la femme, elle est asservie dans sa contraception. Pourquoi ne pas proposer la vasectomie? Il y a toujours des remous quand je mets cette diapositive. Ah non, mon mari ne voudra pas. Eh bien, il y a quelques maris qui sont courageux et qui veulent. Ça se fait en une demi-heure sous anesthésie locale. On ligature les canaux déférents. Chez la femme, on ligature les trompes, là, on ligature les canaux déférents qui amènent les spermatozoïdes. Et il faut bien le préciser, on a toujours une éjaculation. Parce que dans une éjaculation, on a 70% de liquide prostatique et 30% de spermatozoïdes. Donc en faisant la ligature, il y a toujours une éjaculation. Donc personne ne se rend compte de rien. Il faut juste avoir le courage d'aller le faire. Alors, si on est dans le cas où on va prescrire de la contraception œstroprogestative. Augustin, quand c'est mon temps, tu me dis. Moi, je peux parler 3 heures. Alors, la première chose,
C'est dans mon questionnaire, depuis combien d'années vous prenez la pilule? On a des surprises, des fois c'est 30 ou 40 ans. Est-ce que vous fumez? Beaucoup de femmes fument, malheureusement, les jeunes filles surtout. On choisit une association œstroprogestative la moins dosée possible en oestrogène, avec des progestatifs non incriminés. Donc en fait, c'est la conclusion de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et on la prescrit le moins longtemps possible au cours de la vie. Alors, on sait, et Curtel l'a publié dans son livre de nutrithérapie, que la prise de pilules au long cours entraîne des carences en vitamines et en minéraux. Fort de ça, un laboratoire tout à fait intelligent avait mis en place Oligops Optima. On prenait un comprimé avec la pilule et dedans il y avait tout. Et comme les gynécos n'ont pas suivi la prescription, ils ont arrêté le médicament. C'est dommage. Donc les femmes vont manquer de vitamines E, C, B2, B6, B9, B12, de magnésium, zinc, chrome, sélénium, et on peut trouver donc dans la levure de bière un certain nombre d'éléments, et puis après ajouter ponctuellement. C'est pas facile à faire. Donc je vous ai dit que j'ajoutais des granules d'homéopathie à la prescription de pilules pour permettre un meilleur métabolisme des hormones par l'organisme, dont par le foie avec l'Uxvomica. Et je peux ajouter l'acaninum si la jeune fille a mal au sein, testostérone s'il y a des poils et de l'acné, et des gélules de plantes à action progestative le gâtillier en cas de signe d'hyperestrogénie. C'est-à-dire une jeune fille qui est sous pilule, qui a mal au sein, qui a des seins comme des bombes, et bien, au lieu de changer la pilule, on va lui donner du gâtillier, qui est une plante à action progestérone, l'acaninum en homéopathie, 3 granules le matin, et en 2-3 mois, elle n'aura plus mal au sein. C'est pour rééquilibrer le déséquilibre induit par la pilule. Donc, principe de précaution, le moins d'hormones possible de synthèse dans la vie des femmes. J'ai combien de temps encore? D'accord. Alors, on retourne sur le cancer du sein. Un des moyens de prévenir les risques de cancer du sein, c'est de se soigner en phytothérapie, en gynécologie. Ici, ce que je voulais pointer, c'est que les plantes ont toujours été la source des médicaments, elles le seront toujours, et aussi que les hormones de synthèse de la pilule et du traitement hormonal sont fabriquées à partir de modèles végétaux d'huile de soja, de molécules qui sont dans l'huile de soja. Et avant, elles étaient fabriquées à partir de la diosgénine qui était dans la racine d'igname. Donc ça, le grand public ne le sait pas, et même les gynécos l'ont appris il n'y a pas longtemps. On peut tout traiter en phytothérapie. Beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, 95-98%. Et la phytothérapie par rapport au cancer du sein, elle intervient dans la prévention du cancer du sein sur des seins mastosiques, par exemple. Elle va accompagner les thérapeutiques lourdes du cancer. Je vais sauter à ce paragraphe-là. Et aussi, ça c'est très important, et ça je l'ai publié de façon détaillée, comment on va soigner une femme après un cancer du sein. Comment on va lui soigner son fibrome, comment on va lui soigner sa ménopause. Et on ne va pas la laisser tomber, elle est déjà dans la détresse de ce qu'elle a vécu. Elle reste une femme à part entière, il faut lui traiter la sécheresse vaginale sans lui donner d'hormones locales. Et voilà, donc il y a tout un traitement qui est mis en place pour la femme qui a eu un cancer du sein. Alors je passe, mais c'est parce que tout ça c'est dans mon livre. Je n'ai plus le temps. Je me suis pas trop étendue sur les pilules, c'était important. Voilà le livre qu'on a écrit avec Henri, avec beaucoup de bonheur, et qui a reçu en 2009 le prix du livre de la prévention. Voilà le livre dont je vous ai parlé, qui va avoir une deuxième édition qui est en cours, et que vous trouvez sur iTunes Store sous forme de e-book. C'est vachement pratique, moi je l'ai dans mon iPhone. Et on rend hommage à David Servan-Schreiber, qui a dit tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Alors très vite sur le dépistage, des choses très importantes. Tous les cancers du sein ne donnent pas forcément une boule. Donc si vous n'avez pas de boule, ça n'empêche pas qu'il faille faire un dépistage radiologique. Deuxième chose, les cancers qui donnent une boule ne sont palpables qu'au-delà d'un certain volume. Si la boule est petite, vous n'allez pas la sentir, le gynéco non plus. Donc il ne faut pas hésiter à faire des mammographies. On me dit, mais les mammographies, ça délivre des rayons. Donc on va choisir la mammographie numérique plutôt que la mammographie conventionnelle, parce qu'elle délivre moins de rayons. Et on peut prendre une dose de X-ray en 15 CH après une mammographie, pour limiter ce risque. Deuxièmement, la mammographie numérique, on va recevoir des rayonnements qui correspondent à 8 heures en avion.
C'est pas beaucoup. Parce qu'on sait qu'on est soumis à des radiations cosmiques, d'autant plus dans les avions, et qu'on reçoit 2,4 millisieverts par an, et pour recevoir une dose d'un millisievert, il faut 7 vols aller-retour Paris-Tokyo. Donc Paris-Tokyo, c'est 11 heures ou 12 heures. Donc avec une mammographie, on ne reçoit pas grand-chose. Et vous voyez, il y a certaines zones de la France où on reçoit plus de radioactivité. Vous voyez, 9 mois dans le Limousin, plus de radioactivité naturelle qu'à Paris. Étonnant. Donc toutes ces diapositives seront à votre disposition. Je vais les remettre à Augustin Delivre. Voilà, pensez au radon qu'on trouve dans les maisons. Alors, deuxième chose. Donc, première chose, tous les cancers du sein ne donnent pas forcément une boule. C'est très important. Deuxième chose, tous les cancers du sein ne sont pas forcément visibles à la mammographie. Et dans le cadre du dépistage systématique, si la mammographie est normale, on ne fait pas d'échographie. Donc, on passe à côté de certains cancers. Je voudrais attirer votre attention sur autre chose. Dans le cas du dépistage systématique, on arrête le dépistage proposé tous les 2 ans à 74 ans. Il faut savoir que 25% des cancers des femmes se situent après 75 ans. Donc ce sont des femmes qui ne vont pas être suivies et ce sont des femmes dont les médecins généralistes ne palpent pas les seins. Jamais. Jamais. Ils déshabillent. Ils prennent l'attention, ils renouvellent l'ordonnance pour la plupart. Mais tous les cancers du sein ne sont pas forcément visibles à l'échographie. Donc pas forcément visibles à la mammo, pas forcément visibles à l'écho. Et certains cancers du sein ne sont visibles ni à la mammo, ni à l'échographie conventionnelle. Donc il faudra faire une IRM. Toute mammographie, même normale, et ça c'est mon combat, doit être suivie d'une échographie mammaire conventionnelle et si possible ductale. Je vais vous expliquer ce que c'est qui a été mis en avant par le docteur Ami à Aix-en-Provence. C'est une échographie qui va aller dans le sens du lobe mammaire et qui permet de découvrir des petites tumeurs de 1 mm, alors que l'échographie classique qui coupe le sein comme ça, voilà, elle voit des tumeurs beaucoup plus grosses. Alors, à ma connaissance, il n'y a personne à Paris qui fait l'échographie ductale. Et puis maintenant, il sort la mammographie en 3D, qui serait encore plus précise que la mammographie en 2D. Donc ça, c'était des cas de femmes qui avaient une mammographie normale et une échographie anormale, et où l'année précédente, le radiologue avait refusé de faire l'échographie. Donc s'il l'avait faite, on aurait découvert le cancer 1 an avant. Je pratique aussi, je vais faire des mammographies quand il n'y a pas d'antécédents familiaux, tous les 2 ans. Et je trouve que les mammographies et échos, tous les 2 ans, c'est trop long. Donc je vais faire une échographie intermédiaire, 1 an après. Et là, vous avez Colette, 1 an après, elle avait une lésion d'1 centimètre, elle a eu une chimiothérapie. Attention au risque de récidive. Florence, 28 ans, je lui trouve une boule, malheureusement, c'est un cancer. Elle fait une chimiothérapie en Italie, parce qu'elle est plus légère. Elle refuse la radiothérapie, elle prend l'anti-hormonothérapie. 3 ans plus tard, elle a une récidive, elle fait enlever les seins, elle décide de faire un bébé, j'étais contre. Et là, elle vient de faire une récidive métastatique au niveau des os. Donc attention, il faut être très 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 vigilant. Et là, Nathalie, dont les 2 sœurs sont mortes à quelques mois d'un cancer du sein, je lui trouve un tout petit cancer. Elle décide de faire enlever les 2 seins, de mettre des prothèses et de faire enlever les 2 ovaires pour se retrouver protégée par rapport à ses propres ovaires. Ce sont des situations dramatiques. Elle était sous le choc du décès, elle a pris des décisions très difficiles pour une femme. Et Fanti, 29 ans, je lui fais une première mammographie en 2005. En 2009, le radiologue lui dit « Je ne la fais pas, vous êtes folle d'avoir cette gynéco, et cette gynéco est folle de vous prescrire une mammographie. » Elle avait un premier cancer et à distance, elle avait un cancer beaucoup plus important. Elle a donc eu une chimiothérapie et à 30 ans, elle a fait enlever ses 2 seins. Elle venait de perdre sa maman et sa grand-mère. Voilà, donc là, juste vous montrer des photos d'un sein qui n'a pas été accompagné pendant la radiothérapie. Vous voyez les atteintes. Le protocole est dans mon livre. Et là, ce sont des seins qui ont été accompagnés et qui sont quand même beaucoup plus jolis.
Voilà, mais il y a des choses dont on ne peut rien faire. Ça, c'est une atteinte des ongles suite à certaines molécules de chimiothérapie, et je ne sais pas comment faire en phyto et en homéo pour l'aider. Pas du tout évident. Alors, dans le cadre de l'association, on organise des groupes de parole, de la sophro, on fait des ateliers de cuisine anti-cancer avec notre amie Madame Joyeux Christine, ici à Saint-Émilion, et c'est bien agréable. Voilà, ces livres qu'elle va vous présenter tout à l'heure. On participe au Ruban de l'Espoir, qui est une manifestation qui passe à Paris à chaque fois. C'est un tour de France de solidarité contre le cancer du sein. Et on est impliqué dans un collectif d'associations qui s'appelle le collectif K, qui s'oppose un peu à la Ligue contre le cancer, qui a l'hégémonie sur toute la France. Et donc, on a beaucoup de travail. Alors, je vous expliquerai ce que je fais au Maghreb. Eh bien, j'apporte des prothèses mammaires externes, des soutiens-gorge et des prothèses capillaires. Donc, voici ici la présidente de l'association à Berkane. Il faut m'envoyer des prothèses mammaires externes et des prothèses capillaires, et moi, je les apporte là-bas. En Algérie, au Maroc et en Tunisie. Je ne vous dis pas quand je passe la douane. Ici, c'est Muriel qu'on a aidée, c'est une femme qui était vraiment démunie. Elle avait eu un cancer du sein après la pose de PIP, donc elle n'a pas été prise en charge par la sécurité sociale. Donc on l'a fait venir à nos frais à Bordeaux. On a trouvé un chirurgien sympa qui a magouillé. Elle n'a pas payé un centime, elle est repartie avec de nouvelles prothèses. Beaucoup d'articles et d'interviews, donc vous comprendrez l'intérêt de tout ça. Et puis Rose Magazine, auquel nous participons régulièrement. Voilà, j'ai fini. Un site internet, un mail, un blog. Sur le blog, il y a tous les articles, dont un que j'ai écrit dans lepoint.fr il y a quelques jours, qui a été suivi d'autres articles. J'ai écrit après dans fémininbio.com sur la pilule et dans féminin.com et bientôt dans une autre revue. Vous trouvez tout ça sur le blog. Voilà, je vous remercie. C'était un petit peu speed comme rythme. J'ai presque tout dit, donc merci de votre attention. On fait des questions maintenant ou après? On les laisse pas se reposer un peu? Si, on va faire une pause de 5 minutes.